accepté de répondre à une mission impossible, qui était de parler en plus d'un sujet qui n'existe même pas vraiment. Donc le tout devant des gens qui ne travaillent pas dessus. Donc super, merci Laurent d'avance. Pourquoi c'est mission impossible? Il y a le micro. Non, en fait, c'est mission impossible parce qu'en principe, je suis honnête dans mes talks et là, je serai honnête. Donc, expliquer. On ne peut pas expliquer ce qu'on ne comprend pas, mais on peut essayer d'expliquer pourquoi on ne comprend pas et quelles sont les choses d'avant. Mais les choses d'avant, ça s'est étalé sur une centaine d'années. Donc, c'est assez subtil comme talk. Et je ne sais pas si je vais aller au bout. Il y a quelques détails que je trouve importants. J'essaie de mettre quelques dessins au début. Et si ça reste dans l'esprit de diverses communautés, enfin des gens des diverses communautés qui sont là, ça peut servir parce que probablement un jour, ce qui semble compliqué maintenant ça tiendra sur the back of an envelope, comme disent nos amis anglais. Alors, quand on fait de la physique des particules, sérieusement, on ne peut pas à un moment donné se faire aspirer par la gravité quantique. Et à ce moment-là, on se rend compte que tout ce qui marche extraordinairement bien en physique des particules ne sert pratiquement à rien dès qu'on cherche à comprendre comment la gravité qui existe se conduit quand on la combine avec la mécanique quantique qui existe. Et on tombe rapidement sur le problème essentiel de la gravité quantique, c'est qu'il semble vraiment que quand l'univers est tout petit, donc quand la gravité est très forte, donc forcément quantique, parce qu'on a à très courte distance, avec très densité de matière, etc., on se rend compte qu'on ne sait pas définir qu'est-ce que c'est que le temps de Lorentz, qui bien sûr est un présupposé quand on fait la théorie quantique des champs en espace plat, avec tous les succès de la chromodynamique, du modèle standard et tout ça. Donc en fait, on pourrait dire que le vrai problème théorique actuel, c'est c'est pas comme dans les programmes de télévision, c'est comment est-ce que le temps de Lorentz, le temps tout court, qui nous semble une évidence, comment fait-il pour émerger, c'est-à-dire sortir d'une phase où il n'existait pas, la cosmologie primordiale. En fait, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, on ne sait même pas si le temps existe vraiment ou si c'est un concept purement expérimental on constate qu'on peut synchroniser des horloges, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un concept fondamental qui est le temps de Lorentz. Donc, c'est compliqué. Et pourquoi c'est compliqué? C'est parce qu'on manque... je crois vraiment qu'il manque des mathématiques et des techniques pour résoudre certaines équations différentielles où justement on se rend compte que le paramètre d'évolution n'est pas vraiment bien défini. En fait, c'est vraiment des choses très intéressantes. Alors, et d'ailleurs, beaucoup de ces choses-là avaient été prédites même avant qu'Einstein parle de relativité générale. Bref. Alors, la chose magnifique... Je ne sais pas si on voit les deux dessins, là, parce que moi, je ne les vois pas. Enfin, au premier rang, au deuxième rang, peut-être, etc. Bon, enfin, de toute façon, c'est pas moi qui ai fait ça, je serais incapable de faire ces deux dessins. C'est Michel Davier qui avait fait, je me rappelle, un talk à l'Académie très bien sur la physique des particules. Et il avait montré l'évolution en à la fois très peu de temps et très longtemps de notre... je ne sais pas comment dire, compréhension ou vision du monde des particules élémentaires. Et moi, ça m'avait frappé. Et voilà. Donc, et je ne sais pas si on voit la souris là, quand elle bouge. On la voit ou pas? Elle est minuscule sur mon écran. Bon, bref. Donc, ça, c'est 1954. Hein. Et 1954, c'est au fond, à quelques mois ou quelques années près, quand Maurice Lévy a envoyé André Martin pour trouver un site pour faire une école d'été au soleil, etc. Il a trouvé Cargèse. Et donc on était en 1954. Et bon, il y avait les hadrons, etc. On savait que ça existait. On ne comprenait pas du tout comment ils s'organisaient. On ne comprenait pas leur spectre. On ne comprenait pas ce qui faisait la cohésion du noyau composé des... etc. Mais enfin... comme particules dites élémentaires et fondamentales,
il y avait l'électron, le neutrino électronique et le muon. Le neutrino muonique avait été imaginé par des théoriciens assez longtemps avant, mais c'est seulement, je crois, en 1964 que Jack Steinberger, qui justement est venu souvent ici, et après avoir découvert le phénomène des anomalies en physique théorique, il a switché à la physique expérimentale, et en 1964, il a découvert, donc 10 ans après quand même, ils ont découvert cette particule qui paraît si triviale aujourd'hui, qui est le neutrino muonique. Donc en fait, il y avait 3 petits objets qui semblaient fondamentaux, et ce qu'a fait Michel Davier dans son talk, vous voyez, les trucs bleus, les trucs bleus. En fait, il y avait un puzzle, il y avait des choses cachées, puisqu'on sait maintenant que ça existe. Mais en fait, la nature disait même pas qu'il y avait un puzzle. C'est-à-dire que la manière dont si on a un truc perfectionné, on soulève le bleu et on voit les particules actuelles. Donc maintenant, en 2015, en 60 ans, ce qui est à la fois immensément long et très rapide, on s'est rendu compte que les leptons se multiplient par famille. Donc il y a la famille de l'électron, la famille du muon et la famille du tau, avec une particule chargée. D'ailleurs, lepton, ça veut dire léger, mais ça finit par être très lourd. On ne sait pas comment les masses prennent leur valeur. Donc on a 3 familles de leptons avec un truc chargé, l'électron, le muon, le tau, et puis un neutrino. Et puis maintenant, on sait d'ailleurs que les neutrinos ont une très très légère masse avec une échelle ridiculement petite par rapport aux autres masses. Mais voilà. Et par ailleurs, en 1954, évidemment, même le mot quark n'existait pas. Et l'idée que le proton, que les hadrons étaient constitués de ce qu'on appelle les quarks et les gluons maintenant, elle avait traversé, elle n'avait pas vraiment traversé la tête des gens. Parce que comme je vais expliquer, si j'ai le temps, et c'est là, c'est trompeur quand on fait un talk, parce que quand on montre aux gens la famille, le modèle standard avec les familles de leptons et de quarks, ça paraît complètement trivial. Mais en réalité, la vraie gymnastique intellectuelle, c'est de comprendre vraiment pourquoi les quarks sont confinés, et aussi qu'est-ce qui fait qu'on arrive à faire des calculs avec une théorie qui a une constante de couplage, alors qu'en fait, le groupe de renormalisation, pas encore inventé à l'époque, puisqu'il a été inventé plus ou moins en 1953, développé en 1954, et on a compris l'utilisation en physique des particules à la fin des années 60. Et à l'époque, on n'avait même pas l'intuition de la mécanique statistique, puisque finalement, le travail de Wilson pour comprendre que le groupe de renormalisation permet de calculer, par exemple, des exposants critiques, c'était même pas fait. Donc, les gens avançaient dans un brouillard, et comme on a des philosophes ici, des sociologues, ça ne se passe pas vraiment comme vous avez expliqué hier. Il y a des gens qui se concentrent énormément, ils ne sont pas manipulés, ils se fichent complètement du système social et ils tracent leur route. Et il faut les laisser faire. Et au fond, les gens n'écoutent pas. Donc par exemple, un exemple tout à fait frappant, c'est comme je l'ai expliqué, le groupe de renormalisation, il explique en fait comment l'interaction forte met ensemble les quarks et les gluons, assure la cohésion des noyaux et nous permet d'observer les quarks et les gluons qui par ailleurs n'existent pas en faisant ce qu'on appelle du type inélastique, c'est-à-dire en envoyant ou des neutrinos ou des photons à très haute énergie sur des protons. Et ça, c'est a priori incompréhensible, sauf si on fait des choses très abstraites et qu'on réfléchit profondément à qu'est-ce que ça veut dire que, quand on a une théorie quantique, faire un changement des paramètres. En ce sens, on dit aussi que la chromodynamique quantique, c'est la même chose que l'électrodynamique, à quelques complications près, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire qu'en électrodynamique, on a un Lagrangien, et on lit quasiment dans le Lagrangien, c'est ce que Feynman a fait, ce qu'on détecte. C'est les règles de Feynman. On voit des électrons, des positrons qui s'annihilent en des photons, etc. Et il y a des règles de calcul très simples. Je vais expliquer pourquoi on est passé au groupe de renormalisation, même en électrodynamique. Et c'est en étudiant l'électrodynamique que Gell-Mann, qui était vraiment un type très futé, a eu une phrase absolument géniale dans son article, sans citer d'ailleurs l'article fondamental qui avait été écrit un an avant par Stuckelberg et Peterman. Et en quelques mots, dictés par personne, pas programmés, il a permis de comprendre comment une théorie lagrangienne faite avec des particules qu'on ne peut pas détecter, donc c'est des objets mathématiques, on peut faire des petits dessins avec, mais à la fin, la manière dont ils se couplent entre eux
n'est pas du tout reflété par ce qu'on observe expérimentalement. Et pour arriver à détecter l'existence, la pseudo-existence des quarks et des gluons dans les protons, dans les hadrons, il faut faire des expériences extrêmement ciblées. Donc en ce sens, la chromodynamique quantique est infiniment plus complexe que l'électrodynamique et ne s'analyse pas du tout de la même manière. Et l'histoire du groupe de renormalisation, on peut dire que moi je dirais que les choses importantes, ça s'est lentement élaboré donc de 1953, à peu près la même date que là, au travail de Wilson, avec des mecs extraordinaires sur le chemin qui ont posé leurs choses, comme Kadanoff et d'autres. Donc de 1953 à, disons, 1975, c'est à la fois court et pour un tel travail, mais en même temps c'était long, beaucoup de persistance. Alors, donc, voilà. Alors, on est arrivé à une situation où on ne comprenait rien en 1954 à ce qui se passait, le gluon n'existait pas, les interactions faibles, ce qui propage d'interactions faibles, on n'avait pas du tout la preuve, bien qu'on avait, que c'était des bosons de jauge qui faisaient ça. C'est-à-dire que quand Fermi a fait son travail, tout de suite, quand on a vu la constante de Fermi, on s'est dit que c'était, comme les gens comprenaient que le propagateur d'un photon, c'était 1 sur Q carré, on se disait, ok, la constante de Fermi, c'est l'approximation, quand Q carré tend vers 0, de une constante sans dimension divisée par Q carré plus la masse d'un objet lourd. Le W, comme on dit aujourd'hui. Mais les gens n'avaient pas la moindre idée, d'une part, que comment faire. Les théories de jauge, c'était pas inventé. Enfin, Yang-Mills, je crois, était en train de se faire, mais c'était pas du tout pour les interactions faibles et tout ça. Et à la fin, tout s'est mis ensemble. Donc maintenant, en 2015, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a les familles de quarks en bas, 3 familles symétriques des 3 familles de leptons. C'est un monde apparemment très simple. C'est un petit jeu c'est comme un jeu qu'on met sur une table d'enfant. Et toutes les interactions électriques faibles et fortes se propagent par des bosons vectoriels, des W, dont on supposait un peu l'existence longtemps avant, mais ça rentrait dans le cadre d'une théorie de jauge. Et maintenant, pour leur donner des masses, comme vous savez tous, ça a été une longue histoire, puisqu'il a fallu qu'en 63, des gens de mécanique statistique, au fond, comprennent les principes de base de la symétrie brisée. Et en 67, Weinberg a écrit son petit papier formidable, où c'est juste parfait. Le Lagrangien de Weinberg, il va le comme ça, eh ben, il est totalement d'actualité aujourd'hui. Et tous les raffinements qui ont été faits dessus ne sont, à mon avis, que des décorations. Donc c'est une physique très robuste qui est là, qui est faite pour durer. Et alors, la chose encore plus spectaculaire, puisqu'on parlait de symétrie brisée, c'est que Glashow, qui au fond a compris l'idée de l'unification, etc., il n'avait pas la moindre idée de comment donner des masses, et d'ailleurs Schwinger non plus. Et alors ça s'est fait de façon subtile, et de nouveau pour avoir les échelles de temps, et je trouve que c'est bien pour les autres disciplines, et surtout pour les gens qui ne financent pas. Il faut se rendre compte des échelles de temps de nous. C'est-à-dire, on vit 1 milliard de... Un jour, je me suis rendu compte qu'on vivait 10 puissance 9 secondes. Et au fond, vu tous les ennuis qu'on a dans la vie, ça laisse pas beaucoup de temps pour trouver le boson de Higgs. Donc il faut s'y mettre à pas mal. Et c'est pas de l'intelligence artificielle non plus. Bref, le boson de Higgs, il a été imaginé, et pas dans le but de faire ça, en 64, il a été découvert en 2015. Et justement, donc il y a à la fois des échelles de temps très importantes sur le plan de progression de la théorie, mais aussi expérimentalement, pour trouver une quinzaine de bosons de Higgs, ça a encore mis 30 ou 40 ans. On a dû faire le CERN, et de nouveau, le CERN a été construit pas du tout selon des principes bureaucratiques. Ça a été construit par des gens avec assez mauvais caractère, avec l'idée de comment on fait pour travailler pendant 60 ans sans perdre ses forces et surtout en pouvant remettre des gens dans la boucle, etc. Comment gérer l'argent, comment pas dépasser les budgets. Tous ces gens-là étaient des scientifiques. Mais à l'époque, ils pouvaient s'associer et parler en confiance
avec des bureaucrates, ce qui est un beau métier, et des politiciens. Et au fond, quand Maurice Lévy a fondé l'Institut, ici, après que Cécile de Witt ait anticipé aux Ouches, que c'est deux endroits différents mais parallèles, de nouveau, c'est ce genre de méthode qui a été faite. Et donc, en fait, il n'y a pas de méthode universelle. Alors là où je suis très gêné, c'est que moi, je ne sais pas comment ça marche dans d'autres domaines de la science. Je ne sais pas si c'est les mêmes échelles de temps. Mais nous, on a une échelle de temps très longue, et il faut faire confiance à la physique, entre guillemets, théorique. Ça va jusqu'à la matière condensée. On a besoin d'échelles de temps de 50 ans pour faire des choses, et ce n'est pas pour demander de l'argent, avoir des rentes de situation. C'est que quand on regarde ces deux petits tableaux qui sont là, ben on se rend compte des échelles de temps. Il a fallu du temps pour enlever les zones bleues et les transformer par des choses qui ont un sens. Et expérimentalement, pareil. C'est des dizaines d'années. Alors l'anecdote, comme il y a des gens d'autres disciplines qui ne connaissent pas, il y a un petit promontoire. Vous voyez qu'il y a... La chose très importante quand on regarde ça, c'est de comprendre effectivement comment les quarks et les gluons, qui sont très simples en apparence, s'assemblent pour donner tout le spectre des hadrons. Et aussi, comment on peut faire des expériences de précision, puisqu'on dit que l'interaction faible est comme l'interaction électromagnétique. Donc depuis longtemps, en 1954, on savait calculer le moment magnétique anormal du muon, on calculait un diagramme de Feynman. Mais, ce qui n'est pas facile, il a fallu des grands mecs pour faire ça. Mais c'était de façon bien plus compliquée, à la fois conceptuellement et pratiquement, dans le cas des théories de jauge non abéliennes, parce qu'on sait tous que, en électrodynamique, le groupe de jauge c'est U1, la rotation sur le cercle, mais pour avoir ces familles, elles s'ordonnent selon des représentations irréductibles d'un groupe qui n'est pas très compliqué, mais en pratique c'est un peu dur. C'est SU2 fois SU3 fois U1, puisqu'il y a l'électrodynamisme dedans. Donc pour arriver à mettre sur pied une théorie quantique des champs, un peu comme l'électrodynamique, mais qui respecte un groupe de jauge non abélien, vraiment, ça n'a pas été facile. Et surtout pour arriver à comprendre comment on fait des calculs, pour par exemple, on fabrique expérimentalement des bosons Z, des bosons W. Et le Lagrangien prédit qu'ils ont un certain rapport de masse. Qu'est-ce qu'il est? Qui est en gros relié à ce qu'on appelle l'angle de Weinberg. Mais en réalité, c'est au niveau du Lagrangien, donc tout le monde comprend qu'il faut faire des corrections radiatives aux choses, comme en électrodynamique, et là, c'était vraiment difficile. Comment ça a été résolu? En balbutiant, en disant beaucoup de bêtises, mais à un moment donné, ici, sur la péninsule, il y a Gérard Toff, qui était très jeune, aussi jeune que les étudiants qui viennent dans nos écoles, que Veltman avait un peu mis sur le problème. Veltman, ça faisait 10 ans qu'il travaillait là-dessus. Donc, à 25 ans, il vient ici, il avait été refusé à l'école d'été des Ouches, à cause justement de la nature de son travail, qui était sur les interactions électrofaibles. Donc, les gens qui s'occupaient de l'école de physique théorique ici, qui étaient Stora et compagnie, l'ont accepté, disant qu'ils avaient bon goût. Il y avait un cours d'un type assez puissant à l'époque qui s'appelait Ben Lee, un Coréen, qui travaillait aux États-Unis. Et lui se posait des questions justement sur comment donner un sens à la théorie des perturbations de la théorie SU2, etc. C'était très compliqué, c'était un peu vaseux, mais il a eu quelques remarques. Et en fait, Toft, il lui dit vraiment, il s'est assis après la série de cours là, juste là. C'était pas les mêmes chaises, mais elles avaient la même topologie, voilà. Mais et vraiment, il a trouvé la combine. Et son travail a permis de comprendre comment on peut calculer dans le modèle, dans la partie électrofaible, on peut calculer à une précision premier ordre, deuxième ordre, après n'importe quel ordre fini de la théorie des perturbations, ce qui veut dire que tout ce qu'on mesure au CERN pour l'électrofaible se calcule très précisément. On peut faire des comparaisons entre la théorie et l'expérience qui marche extrêmement bien. Et encore plus fondamentalement, son travail a permis de comprendre comment, en pratique, on utilisait le groupe de renormalisation en physique des particules. Et ça, lui-même ne l'avait pas compris. Ça s'est fait assez peu de temps après. Ça a permis effectivement de comprendre comment le confinement marche des quarks et des gluons dans le proton. Et aussi comment ça s'appelle la liberté asymptotique. Parce que ça, quand on sait renormaliser la théorie de Yang-Mills,
on utilise le groupe de normalisation justement. Il y a des quantités qui s'appellent la fonction bêta, qui ont été introduites encore en 1970 par Kalanesi-Mansi. Et l'étude des zéros de cette fonction permet de comprendre la propriété de liberté asymptotique. Bon, il y a des gens beaucoup plus compétents, comme Benoît et d'autres, pour expliquer ça, parce qu'en mécanique statistique, ça marche pareil. Donc c'est vraiment une histoire d'une complexité inouïe, et qui n'est régie par aucune logique. Sauf qu'on va s'asseoir là, on réfléchit, et voilà. Mais la réflexion de Toft, elle reposait sur beaucoup de discussions avec Weltman avant. Donc ils ont eu tous les deux le prix Nobel, et ils le méritent chacun pour cette histoire-là. Alors, ça c'est pour les anecdotes de Cargèse. Voilà. Et en fait, en tout cas dans le domaine de la physique des hautes énergies, essentiellement il y a une ou deux écoles par an de physique des hautes énergies où se mélange quand même la mécanique statistique et tout ça pour les plus théoriques. Et en fait, depuis cette époque, il y a vraiment des contributions originales qui se sont faites à Cargèse. Parce que très souvent, il y a des gens qui viennent ici et qui testent leurs idées. Et il y a des jeunes étudiants qui, dans le meilleur des cas, ils sont comme Toft. Vous voyez ? Et ça, c'est très difficile à expliquer à nos autorités. Très difficile. Moi, par exemple, j'ai même pas d'équipe. Moi et ma petite communauté qui est préoccupée de l'avenir des écoles de physique théorique, qui sont tout sauf électroniques, je ne sais pas comment dire, je n'ai jamais réussi à avoir une discussion sensée en France avec des gens responsables dans l'administration pour qu'enfin ils assurent un financement pour ce genre d'activité qu'on fait ici. Donc le résultat, c'est quand même ce que vous voyez ici. Alors, voilà. Alors maintenant, un autre concept. Maintenant, il y a la gravité quantique. Mais j'ai combien de temps en fait? Bah là, t'es à la moitié de ton temps. Ah, ça va. C'est J'aurai 2 transparents. En tant que Lorentz, mais sinon ça va. Voilà. Non, alors voilà. Alors Feynman, il avait une plaisanterie que les gens connaissent, en tout cas dans notre domaine. Il arrivait souvent en retard aux conférences, ou parfois il s'arrêtait en chemin pour dormir quelque part, on ne savait jamais très bien où. Et donc, il arrivait dans un endroit, évidemment, il n'avait pas ses papiers pour trouver l'hôtel et tout ça. Et donc, ce qu'il raconte, ce qui n'est pas forcément faux, mais ce n'est pas forcément vrai. Et quand il parlait, les chauffeurs de taxi leur disaient: est-ce que vous avez pris des gens qui disent sans arrêt j'ai menu, j'ai menu, j'ai menu, j'ai menu. Et ça marchait. Ce qu'il prétendait, c'est que ça marchait. Il arrivait à l'hôtel, etc. Bon. Mais en fait, de nouveau, c'est un épisode qui est vieux. Parce que c'est un épisode, justement, je dirais, c'est dans ses mémoires, c'était à mon avis quelque chose du début des années 60. Il y a aussi un truc qui se passait à l'époque, c'était que la communauté des gens qui faisaient la gravité, enfin, la relativité générale, comme on dit, je ne vais pas dire grand-chose, mais les gravitologues, je ne sais pas comment on dit, ne parlaient pas beaucoup, et même très peu aux gens des hautes énergies, et réciproquement. Ouais. Ah, tu notes? Démangeaison. Elle est discrète. Et donc, non. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que en fait, il y a eu aussi des progrès incroyables dans la gravité, et sur le plan conceptuel, qui à mon avis seront évidemment utiles pour la quantification. C'est que l'idée de base de la relativité générale, où on dit toutes les coordonnées sont pareilles, le temps, les coordonnées, etc. Et donc, c'est un peu vrai, évidemment. En relativité restreinte, on peut faire des rotations de Lorentz et tout ça. Mais en fait, c'est profondément pas vrai. C'est-à-dire que dire que l'espace est un ensemble désordonné de points, x mu, avec mu égale 1, 2, 3, 4, et une coordonnée qui est égale au temps. Et que tout ça c'est décrit par un G mu nu, d'où G mu nu, parce qu'en fait, quand on a G mu nu, après, ça commence à gonfler, parce qu'on fabrique le tenseur de Riemann qui a plein de composantes, il faut faire des contractions, donc les gens n'arrêtent pas de dire qu'est-ce que fait G mu nu. Enfin, ils font des multiplications comme à l'école maternelle, mais avec des techniques d'adultes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les mathématiciens en France, dans les années 50, en fait, ont compris ça. Je crois que c'est des gens comme Lichner-Horowitz, etc. Et de nouveau, le courant passait pas très bien, passait même pas du tout avec les gens de la physique des hautes énergies.
parce que les gens de la physique, les hautes énergies snobaient les gens de relativité parce que eux disaient c'est déjà très compliqué la gravitation classiquement, on ne va pas commencer, et c'est très intéressant, on ne va pas commencer à regarder vers la mécanique quantique. Donc bref, donc l'idée des mathématiciens, et qui a fait son cours, c'est qu'en fait c'est pas vrai que en gravité que c'est G mu nu, la métrique à 4 dimensions qui est importante. En fait, je ne sais pas si vous arrivez à lire, là, il y a un carré en bleu, là. Il y a trop de reflets. Vous voyez ça? Vous arrivez à voir là? Merde. Donc G mu nu, vous voyez? Alors ça vous arrivez à voir. Voilà. Donc ce que les mathématiciens ont dit, c'est que en fait l'espace-temps, c'est pas un ensemble de points, c'est un espace avec une foliation. C'est-à-dire que et c'est quelque chose qui est compatible avec l'invariance par reparamétrisation, qui est évidemment fondamentale. En physique, ça n'a pas de sens de dire que choisir un système de coordonnées plutôt qu'un autre fait la différence. Donc, au fond, c'est même pas vrai que le principe de base de la relativité générale, c'est l'invariance par changement de coordonnées. Parce que c'est vrai tout le temps, c'est vrai en électrodynamique, etc. Non, ce qu'il faut, c'est qu'il faut définir une dynamique de quelque chose dans l'espace à 4 dimensions et avoir quelque chose qui peut être défini comme un paramètre d'évolution qui permet de définir comment les choses, d'avoir un problème de Cauchy. Voilà, comme les équations de Newton. Et alors, en relativité générale, ce que les mathématiciens ont introduit, et ce que quelques personnes, mais pas beaucoup, dans le monde de la physique théorique ont suivi, c'est qu'en fait, l'espace-temps, c'est des feuilles à 3 dimensions, des feuilles de genre espace. Et quand on résout les équations d'Einstein, qu'est-ce qu'on fait? On dit, j'ai mes équations d'Einstein, et je définis un temps, parce qu'il y a une métrique qui est pseudo-euclidienne, et donc c'est un problème de Cauchy. Donc le problème de la relativité générale, c'est de dire, si je pars d'une surface d'espace-temps, comme condition initiale des équations d'Einstein, et des dérivées, c'est un truc du deuxième ordre, comment ça évolue dans le temps. Donc, l'idée de la foliation, c'est le suivant, c'est de dire, la feuille bleue, c'est une feuille à 3 dimensions, et elle va évoluer de t à t plus dt, etc., jusqu'à une autre qui est par exemple la feuille verte. Et alors, évidemment, ce truc-là est vrai quel que soit le système de coordonnées. Mais on voit tout de suite que là, les variables, c'est pas G mu nu dans ce schéma-là, qui est le vrai schéma physique. Les variables physiques, c'est quoi? C'est GIJ, c'est-à-dire la métrique à 3 dimensions de la surface initiale, et après, vous évoluez dans le temps vers une autre. Mais vous dites que GIJ, c'est une métrique, il y a 6 composantes, et G mu nu, on a 10. Où sont les 4 objets manquants? Les 4 objets manquants, et c'est là où Feynman s'était trompé, c'est que normalement, les gens doivent dire, pas G mu nu, ils doivent dire GIJ, le laps et le shift. C'est-à-dire, au lieu de dire G mu nu, ils doivent dire GIJ, N et NI. Et ça, c'est plus dur à expliquer, à dire à un chauffeur de taxi. Mais c'est surtout que ça a mis très longtemps à rentrer dans la tête des gens. Alors, mais attends, N et NI, c'est pas G00 et GI0? Non, justement pas. D'ailleurs, si tu arrives à lire la formule, tu verrais que le DS2, c'est relié. C'est-à-dire que G00, quand tu regardes la formule, c'est N carré plus NI. Tu vois? Et qu'est-ce que c'est que Et après, je vais surtout te dire qu'est-ce que c'est physiquement. Et après, qu'est-ce que c'est que bêta I? C'est le laps. C'est G0I. Et ce qui est remarquable, c'est que G0I est invariant d'échelle. Et ça va amener quelque chose. Alors, physiquement, qu'est-ce que c'est le... Quand on fait des mesures, si vous voulez, on regarde quoi? Et ça doit être vrai au niveau quantique. On part d'une surface initiale, et après, on se dit, c'est un état, et après, elle va évoluer au bout d'un certain temps vers un autre état. Et si la théorie quantique des champs est bien définie pour ça, en fait, il faut faire des chemins sur toutes les feuilles intermédiaires. D'accord? Maintenant, quelles sont les variables dynamiques? C'est GIJ. Parce que GIJ, c'est la feuille. Maintenant, le laps N, c'est rien d'autre que le fait que, entre deux surfaces, on peut redéfinir le temps, et ça ne change rien. Donc, ce n'est pas une variable dynamique. On ne va jamais quantifier le laps. En fait, ce n'est pas G mu nu qu'on quantifie, c'est GIJ. Alors, pardon, oui, le laps. Donc, le laps, c'est juste, d'une certaine façon, le fait que on peut
shifter la perception du temps entre deux surfaces. On se pose la question, quelle est la probabilité de passer d'une surface à une autre en un certain temps donné? Mais ce temps donné, il dépend de la valeur du laps. C'est là où il y a une invariance par reparamétrisation dans quelque chose. Qu'est-ce que c'est que le shift qui est bêta i, qui est un vecteur à 3 dimensions? C'est le fait que ça change strictement rien quand on a deux surfaces et qu'on les étudie, de faire glisser l'une par rapport à l'autre. Ça ne change pas la vision de l'espace. Donc en fait, les 4 champs qui manquent à GIJ, c'est des trucs totalement pas physiques. Et ces choses-là ne sont pas quantifiées. Et puis par ailleurs, ça donne un principe que, au fond, Weil, l'ancien Weil, avait compris. Weil, qui était un génie absolu, avait dit, en physique, il ne comprenait pas pourquoi, il disait, je pense que l'invariance de Weil, la symétrie de Weil, qui est un truc purement mathématique, est quelque chose de fondamental quand on étudie la gravitation. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand le langage des feuilles est venu? C'est qu'une fois qu'on réalise que n et bêta i, laps et chiffre, ne sont pas importants, on se dit, oui, mais d'accord, mais si on change un peu n, ça revient à dilater, en fait, la feuille. Vous voyez, parce que si on change de laps, localement, vous voyez, la feuille verte, elle se déforme un peu comme ça. Parce que ça monte, ça descend. Puisque, vous voyez, le machin rouge, c'est là où le temps circule. C'est la direction du temps. Et évidemment, si on change de laps, on ne fait pas la différence de changer le laps et dilater la feuille. Et pareil, le shift, on s'en fout complètement. Mais ce n'est pas dans la direction du temps. Donc finalement, ce qui manque dans tous les cours de la relativité générale, c'est une définition correcte de qu'est-ce que c'est que les observables en gravité. Vous voyez, en électrodynamique, les observables, c'est quoi? C'est les quantités, c'est le champ électromagnétique, c'est F minus, c'est invariant de jauge. Mais en gravité, il n'y a pas d'invariance de jauge. Il n'y a rien. Il y a zéro invariance en gravité. Parce que l'invariance par changement de coordonnées n'est pas une symétrie de jauge. Pourtant, G minus devient un champ quantique. La question, c'est, quand on fait l'électrodynamique, on a un champ A mu, parce qu'on ne sait pas faire autrement, qui n'est pas physique, puisqu'il est défini à quelque chose près. Mais on dit les observables, dès le départ, on sait que ce sont les quantités invariantes de jauge. Parce que c'est vrai au niveau classique et ça reste vrai au niveau quantique. Donc en gravitation, les chapitres mentants dans tous les bouquins, c'est en gravité, comment on définit les observables? Qu'est-ce qu'il faut mesurer? La simple description géométrique de ce truc bleu et vert de comprendre le laps et le chiffre dit quoi? Dit en fait la variable fondamentale de la gravité, c'est même pas GIJ. C'est GIJ défini modulo des locations défini modulo des dilatations locales. Et ça, c'est tout à fait... C'est vrai. Et si vous faites le compte, après, vous voyez que ça vous dit tout de suite que le graviton a 2 degrés de liberté. Vous n'avez pas besoin de postuler que le graviton est un objet transverse et traceless. Géométriquement, vous savez qu'à 4 dimensions, c'est 2 degrés. Le nombre de degrés de liberté de la gravité en dimension d, c'est dd-3 sur 2. Pour d égale 4, ça fait 2, etc. Alors, la définition des observables est quelque chose qui est très souvent omis en gravité, parce que ça ne va pas dans le courant. Donc pour les philosophes, c'est intéressant. Mais au fond, c'était archi connu, parce que l'observation, que les observables de la gravitation, c'est les métriques spatiales des feuilles définies modulo des dilatations, et que si on fait une théorie quantique des champs, c'est ça qu'il faut savoir calculer. Ça a été fait par un gars qui était un élève de De Witt en 1970, qui s'appelle York. Le papier est assez incompréhensible. Il est souvent cité pour des raisons obscures, parce qu'il a aussi défini, il a aussi dit qu'il y a un temps de York qui est très utile quand on fait des mesures, bref, etc. Mais c'est encore un exemple où pour arriver à, je ne vais jamais finir ce séminaire, pour arriver à une définition correcte des choses, ça aura mis de Weil 1915 à York 1970, et ça fait depuis 1970 que pas vraiment très peu de gens travaillent là-dessus. En revanche, il y a eu des activités énormes dans des directions intéressantes, y compris TOF, donc c'était formidable ce qu'ils faisaient, donc j'ai rien contre. Mais le traitement de la gravité quantique, depuis qu'on a compris comment renormaliser les théories de jauge, est complètement irrelevant. C'est-à-dire que ce que
les êtres humains les plus intelligents dans ces domaines-là, etc., je ne sais pas comment les qualifier, enfin, les types les plus inventifs, ils ont mis au point, et c'est très difficile, des techniques en gravité et en supergravité pour faire de la théorie des perturbations. Or, la théorie des perturbations en gravité est juste totalement sans intérêt, étant donné qu'on ne va jamais observer des effets quantiques en gravitation au niveau de la théorie des perturbations. Tu as beaucoup d'amis dans la communauté? Plein. Mais non, mais on se dit, bien sûr on se dit ça, c'est comme ça que ça avance. Bien sûr, évidemment. Plus on dit des choses comme ça, plus les gens sont amis avec nous. Je dirais. Non, non, mais c'est formidable ces histoires-là. Et donc, l'échelle de temps, maintenant, on est carrément à 105 ans. Hein. Pour une simple idée, comment définir les observables en gravité quantique? 105 ans. Donc, il va te falloir beaucoup de successeurs pour arriver... Voilà. Alors, maintenant, je pense... Alors, maintenant, c'est quoi le truc? C'est une fois qu'on... Combien de temps? Une petite vingtaine de minutes. Ah bah ça va. Mettons un quart d'heure pour avoir des D'accord. questions. Alors, très bien. Alors, donc vous avez compris que la gravité, G mu nu, on s'en fout. Ce qui compte, c'est les classes d'équivalence des métriques spatiales des feuilles définies modulo des dilatations. Et ça, c'est le principe d'invariance de jauge de la gravité. Ouais. J'ai pas bien compris, donc Ricci égale à 0. C'est une équation du mouvement. Voilà, et là ça devient une avec- équation différentielle ordinaire dans l'espace des métriques de dimension 3. Non. Non, non. Ricci égale à 0, ça reste toujours Ricci égale à 0. Oui. Ok. Maintenant, l'astuce, au fond, je ne sais pas qui l'a inventé, mais par exemple, dès qu'on commence à réfléchir avec des connaissances modernes comme moi j'ai, parce que j'ai fait des théories des champs topologiques, moi en fait j'ai redécouvert ça parce que je me suis intéressé aux théories topologiques, où justement les champs comptent pas beaucoup. Et j'ai fait ça dans le cadre de la quantification stochastique, et puis après on se dit c'est bizarre, on comprend rien, puis on parle à des gens, ils vous disent ben, tu n'as fait que réduire. Parce que le temps a évolué, c'est comme ça que ça se passe. Donc, alors, justement, il y avait la question, c'est est-ce que le laps, c'est G00? Non, justement pas. C'est le G00, c'est n carré, le carré du laps, plus ni. C'est un machin quadratique. Mais maintenant, et ni, c'est bêta i. Mais comme on sait comment G mu nu transforme, et c'est là où c'est astucieux, parce qu'on a quand même la covariance généralisée à 4 dimensions, qui est un truc mathématique, c'est que des maths. Mais c'est juste pas intéressant, c'est juste l'invariance par reparamétrisation à 4 dimensions dans un espace pseudo-euclidien. C'est une trivialité, c'est les reparamétrisations. On s'en fout complètement en fait. C'est des formules. Parce que mais comme il y a une relation entre G00, G0i, N et Ni, on sait comment N et Ni transforment. Et quand on regarde ça, ça semble merdique. Mais en fait, on comprend très bien parce que c'est des maths. C'est des... De détailler, je sais que tu as pris beaucoup de temps. Donc, N, est-ce que j'ai la bonne intuition en disant que ça revient au changement en quelque sorte d'unité de mesure? Parce que si tu veux, façon, oui. parce que tu vois, que je fasse la physique en secondes ou en microsecondes ou en années-lumière, c'est la physique. Dans le cas des foliations, ce qui se passe, parce que les foliations, vous prenez une sphère, même à 3 dimensions, pas de temps, rien. Vous prenez une sphère, on la voit. D'accord? Maintenant, vous coupez votre feuille vous coupez votre sphère en tranches, okay. Et puis, donc il y a l'axe des Z, que vous pouvez même tordre un peu comme ça n'a pas d'importance, et vous avez vos feuilles à 2 dimensions que vous pouvez aussi faire onduler. D'accord? Donc, vous comprenez bien ce qui se passe, vous voyez ce qui se passe dans la sphère, et vous dites que votre sphère n'est pas une sphère faite de points, mais c'est un empilement de feuilles. Peu importe comment les feuilles se déforment les unes par rapport aux autres, si elles ne se coupent pas. Et donc l'invariance par reparamétrisation reste vraie dans ce schéma-là. Pour détailler, est-ce que c'est une bonne intuition aussi de dire que c'est en gros c'est l'axiome du choix en quelque sorte? Et c'est te dire que tu choisis l'origine, tu as le droit de choisir l'origine où tu veux. Sur chaque C'est le feuille. fait que tu peux faire glisser 2 feuilles l'une sur l'autre sans que rien ne change, et ça revient à déformer un peu l'axe des Z, et vous pouvez on peut le faire le long d'un vecteur. Tu peux choisir l'origine Ça où veut tu dire veux que vous sur avez une chaque feuille. faisceautisation stable, malgré les simples, les Ça se voit, recouvrements. je sais pas comment dire, c'est par définition, c'est notre vision. On est chez Breton. La notion de foliation veut dire que si vous comprenez ce que c'est qu'une surface en D-1 dimension, vous savez faire un machin en D dimensions. C'est très facile en fait. Alors après, il y a l'histoire de conditions limites, tout un bazar. Mais pour la relativité générale, c'est fondamental. Et la physique classique nous dit quoi? La physique classique nous dit que, et on le voit,
en ce sens, c'est beaucoup plus facile en relativité générale qu'en Young-Mills, parce qu'on voit très bien que les équations, les conditions initiales d'Einstein, c'est une feuille. D'accord? Mais le truc absolument génial, la conséquence de ça, et c'est ça qu'a fait York, et vraiment je lui tire mon chapeau, c'est qu'il a compris le phénomène suivant. Moi, j'y croyais pas au début. Moi, je l'ai trouvé dans un contexte différent, je me disais c'est ridicule, et puis on m'a dit c'est pas... C'est quoi la conséquence? Vous prenez les équations d'Einstein, vous prenez les conditions initiales, vous intégrez, donc vous mettez ça, un bon calculateur, peu importe, et vous trouvez une métrique finale, elle est ce qu'elle est. Maintenant, vous partez d'autres conditions initiales qui sont les dilatations, une dilatation de Weil, donc un truc différent de haute métrique, mais multiplié par un facteur qui dépend du point. Vous intégrez. Qu'est-ce que c'est la surprise? C'est que bien que les équations du mouvement ne sont pas invariantes par dilatation, eh ben, les deux solutions finales qui correspondent aux deux solutions initiales différentes sont évidemment différentes, mais elles sont elles-mêmes reliées par une dilatation. C'est génial. C'est comme ça que j'interprète le papier d'York. C'est pas comme ça qu'il fait, et c'est comme ça que je vois. Donc, il n'y a aucune physique propagée par les équations d'Einstein autre que celle des classes d'équivalence des métriques à 3 dimensions définies modulo des dilatations. Alors après, on peut s'amuser quand on est comme moi, qu'on contemple le passé. On peut se dire, mais finalement, on peut dire que le représentant physique d'un G mu, c'est une métrique à 3 dimensions unimodulaire. Déterminant 1. Parce qu'on peut toujours rendre un GIJ par une dilatation, on peut toujours le ramener. Donc en fait, quelque part, l'invariance de jauge de la gravitation, ça c'est une nouvelle idée, c'est de dire que c'est l'invariance de Weil. Mais la chose qui ne se passe pas en Young-Mills, c'est que dans le cas gravitationnel, l'invariance de Weil n'est pas une symétrie des équations du mouvement. Mais quand on fait le dessin, c'est évident. Il n'y a même pas à faire des calculs, ça doit être comme ça. Bon. Ah, moi, je trouve ça magnifique. Alors, voilà. Là, sur le temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, le problème de quantifier la gravité, quel que soit le système de variables qu'on utilise, c'est toujours le même. On va faire de la mécanique quantique avec ou de la théorie des champs, avec un champ qui est la métrique. Et là, on se pose le problème suivant, quand on va faire l'intégrale de chemin, c'est que si on peut changer de système de... Qu'est-ce que c'est le temps pour ordonner les intégrales de chemin? En fait, on n'y arrive pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe en relativité générale qui disent que le temps n'existe pas, quand la gravité est très forte? C'est que, dans les années 50, encore une fois, Wheeler et De Witt, et d'autres, mais surtout eux deux, ils sont arrivés à un truc intéressant. Ils ont dit, on va tenter de faire la quantification canonique de la gravité, comme on fait pour l'électrodynamique. Mais alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est bien que la reparamétrisation ne soit pas une symétrie de jauge, c'est quand même une symétrie locale du Lagrangien, d'Einstein, évidemment. Et donc, il y a des identités d'Edward, des choses comme ça. Et en conséquence de ça, au niveau hamiltonien, il y a 4 contraintes. Parce qu'il y a 4 paramètres pour changer les coordonnées. Donc, il y a 4 contraintes. C'est comme la loi de Gauss. En électrodynamique, il y a une loi de Gauss parce qu'il y a un paramètre pour la symétrie de jauge. Là, il y a 4 paramètres qui déterminent une invariance locale du Lagrangien. Et donc, ça donne 4 contraintes. Et manque de bol pour eux, mais en fait, c'est évidemment vrai, ça ne m'a pas la peine de faire un calcul pour le voir, c'est qu'une de ces contraintes, c'est que le hamiltonien vaut 0. Et là, on est quand même salement embêté parce qu'on veut faire une quantification avec quelque chose qu'on croit être une symétrie de jauge, qui justement n'est pas la symétrie de jauge, d'après ce qu'on a dit avant. Mais si on dit que... Mais quand même, H, c'est le générateur des translations dans le temps, dans ce qu'on appelle le temps. Donc, la théorie prévoit qu'il n'y a pas d'évolution dans le temps, premièrement. Et donc, ça s'appelle le problème du temps, en relativité générale. C'est pas un problème, c'est juste une mauvaise formulation. C'est juste qu'on ne peut pas le faire, il ne faut pas le faire. Alors, l'autre manière qui, de façon moderne, est beaucoup plus intéressante pour comprendre pourquoi, je n'aurai pas le temps d'en parler, de comment on pourrait essayer de résoudre ça, c'est le suivant, c'est qu'on croit, dur comme fer, et pas seulement dans mon milieu, à la rotation de Wick. Hein. Et depuis
depuis Schwinger, on s'est dit que pour calculer en mécanique quantique en théorie des champs, on a quand même beaucoup intérêt à prendre le formalisme euclidien. C'est beaucoup plus facile pour la théorie des perturbations. On calcule des fonctions de corrélation dans l'euclidien, et puis après on fait un prolongement analytique, on change t en it, et les fonctions de Green euclidiennes, une fois transformées de Wick, elles donnent des propagateurs en particulier qui ont des pôles, et donc ça permet d'avoir des particules qui se désintègrent, et ça permet de faire des horloges. On est vachement content. Donc, la théorie des champs, quand on peut faire le formalisme euclidien et qu'on peut faire la rotation de Wick, et s'il y a des propagateurs, ça permet de définir des horloges, d'où l'existence du temps. Parce qu'une fois qu'on a des horloges, on vérifie que l'évolution des choses se synchronise bien comme il faut en fonction d'horloges. Mais qu'est-ce qui se passe en relativité générale? C'est que, au contraire de l'électrodynamique ou de Young-Mills, où justement l'action est définie positive, c'est f mu carré, c'est E2 plus B2 dans l'euclidien. Donc, quand on calcule l'intégrale de chemin, ce qui est une bonne façon de faire la mécanique quantique ou des champs, eh ben, on calcule des valeurs moyennes de champs avec un poids de Boltzmann qui est exponentiel moins l'action. Mais si l'action est positive, ces trucs-là sont bien définis. Alors, il y a des petits problèmes qu'on a mis longtemps à résoudre, qui sont la renormalisation, le groupe de... Enfin, tout ça qui permet de faire du sens avec la physique des particules. Il n'y a aucun problème en Young-Mills. Et plus on rend ça abstrait, plus ça devient simple. Et en fait, à un moment donné, on se demande comment les gens ont fini par pouvaient faire autrement. Mais en relativité générale, et c'est là où il y a le hic, et c'est beaucoup mieux pour comprendre que Wheeler de Witt, c'est que l'action, c'est quoi? En euclidien, c'est la courbure scalaire euclidienne. Donc c'est pas la peine d'avoir fait des écoles très compliquées pour savoir qu'une courbure, ça peut osciller entre positif et négatif. Et donc, l'action d'Einstein, elle définit une action qui varie aléatoirement en plus et moins, et donc, il n'y a rien à calculer. Donc, l'intégrale de chemin ne fonctionne pas en gravité. Et si elle ne fonctionne pas en gravité, il n'y aura pas non plus de... Il n'y aura rien, il n'y a pas de temps, il n'y a rien à prolonger analytiquement. Donc, soit on donne un privilège au temps par la formule canonique et on tombe sur une imbécilité qui est que l'hamiltonien fait 0, donc les états physiques ne peuvent pas bouger, soit on définit l'intégrale de chemin pour calculer une fonction nombre de tout ce qu'on veut, et c'est juste pas défini. Et donc, il n'y a rien à... La rotation de Wick, elle peut même pas être... On ne peut même pas poser la question, il n'y a rien à tourner de Wick. Et donc, moi je dirais que le problème fondamental de la physique théorique de nos jours, c'est d'arriver à sortir de cette impasse. Et pour ça, il faut changer les choses. C'est juste comme si, j'en parle à mes collègues là, de mécanique statistique, j'embête Benoît très souvent, et je vais toujours demander des exemples, et d'ailleurs j'ai étendu le spectre avec Jean-Marquis, voilà. C'est, est-ce qu'on sait qu'il y a des systèmes, quand on fait, et je vais arrêter là après parce que ce sera fini, on sait qu'en mécanique statistique, au fond, c'est l'équilibre thermique qui se passe, et il y a une thermalisation. Et on démontre ça à partir de l'équation de Langevin. On a un système désordonné, il s'ordonne, quand il y a beaucoup de particules, et finalement ça thermalise. Et on a une équation de Langevin. Alors, on calcule des fonctions de corrélation. Exactement comme on calcule des fonctions de corrélation en théorie euclidienne. C'est la même chose, sauf qu'en théorie euclidienne, il y a beaucoup de degrés de liberté, un nombre infini. Mais on calcule toujours l'intégrale de l'exponentielle de moins quelque chose. Alors, mais ce que je suis en train de dire, c'est que la gravitation, c'est comme un système de mécanique statistique où il n'y a pas de thermalisation. Mais ça ne fait pas peur. Parce qu'on sait très bien, comme mécanique statistique, enfin moi je ne sais pas très bien, mais il y a des systèmes qui ne thermalisent jamais. Ça peut osciller. Et donc, ce qui peut arriver, c'est que... Et là, il y a une équation de Langevin, c'est-à-dire qu'elle est hors d'équilibre. On est hors d'équilibre, donc on n'applique pas Boltzmann, mais on résout une équation de Langevin. On a un bruit, etc. Et ça permet de calculer les fonctions de corrélation à temps fini. C'est le temps microscopique dont on parle. Et c'est de la physique. Quand un gaz sort d'une bouteille, il se passe des choses. Et on peut calculer ces choses avec des équations de Langevin, plus ou moins. Enfin, ça, je ne sais pas, mais je crois qu'on peut. Mais il y a des choses qui ne thermalisent pas. Donc, ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait des oscillations dans le temps microscopique et qu'on n'arrive jamais à la thermalisation. Ça, il y a des systèmes physiques comme ça qui ne thermalisent pas. Ce que je prétends, et là je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sympathiques à ça, c'est qu'en fait, et pourtant il y a un candidat qui s'appelle la quantification stochastique, c'est-à-dire qu'on peut dire que l'intégrale de Feynman, de Schmidt-Feldman,
euclidienne, c'est la limite d'un processus de Langevin. Donc, le temps de Lorentz n'est qu'un truc accessoire qui apparaît après la rotation de Wick, parce qu'il y a des particules qui peuvent se désintégrer. Pour qu'il y ait un temps, il faut pouvoir mesurer le temps. En gravité quantique, il n'y a pas de particules. L'univers est plus petit que la plus petite des particules. Donc c'est sûr qu'on n'a pas d'horloge. Donc même la question de poser la question de l'existence du temps de Lorentz en cosmologie primordiale, elle n'a pas beaucoup de sens, parce qu'on est sûr qu'il n'y a pas d'horloge. Bon. Alors, mais qu'est-ce qui peut arriver? C'est qu'il se peut qu'il y ait un temps microscopique comme il y a en mécanique statistique. Ce temps est invisible dans notre phase parce qu'on est à l'équilibre thermique, donc on est au moment où il ne bouge plus, parce qu'on peut calculer les choses par des intégrales de chemin, c'est comme l'intégrale de Boltzmann. Mais en fait, tout ce qu'on calcule en théorie des champs normales, on peut le calculer par ce qui s'appelle la quantification stochastique, c'est-à-dire que c'était inventé par Gadanov et un autre, années 60, c'était fait comme ça, en 10 fois mieux par Parisi en 1981 pour toutes les théories des champs. C'est complètement inutile en apparence, ça semble mathématique ou absurde ou n'importe quoi, mais n'importe quelle section efficace de théorie quantique des champs qui fonctionne, comme QCD, etc., peut se calculer en résolvant une équation de Langevin où il y a un bruit. Et on trouve des fonctions de corrélation qui dépendent du temps stochastique, et on prend la limite du temps stochastique égale l'infini, comme on fait en mécanique statistique. Et en gros, on s'en fout de ce temps stochastique, parce que par exemple, si son temps, comment dire, l'équilibre thermique se fait de façon exponentielle, en exponentielle moins lambda fois le temps stochastique, et si lambda vaut 10 moins 200 secondes, hein, on aura du mal à voir la thermalisation. Mais ce n'est pas vrai en gravité quantique. Donc en gravité quantique, ce qui peut arriver, c'est qu'on n'est jamais à l'équilibre et qu'il y a des fluctuations dans le temps stochastique qui ne convergent jamais. Donc l'idée d'appliquer la quantification stochastique à la gravitation, c'est de dire quoi? C'est de dire la cosmologie primordiale, il y a un cinquième temps, qui est le vrai temps microscopique, il n'y a pas de temps de Lorentz, donc il n'y a pas de contradiction à avoir de temps, comme un mécastat. Et ça fait, c'est pas que ça fait n'importe quoi, c'est qu'il y a une équation, c'est l'équation de Langevin, donc on la résout, justement. Je ne montre même pas parce que vous ne pourrez pas la lire. Je m'étais amusé à l'écrire de façon covariante et tout. Et donc, on résout une équation qui est très difficile, et en fait, on a un phénomène oscillatoire. Ça oscille dans le temps stochastique, parce qu'en réalité, la vraie équation de Langevin, elle a des termes du deuxième ordre. C'est vrai aussi. Et à ce moment-là, on a des oscillations dans le temps stochastique, et donc l'univers, il fait quoi? Il fait comme ça, dans le temps stochastique. Et comment il fait pour relaxer vers un truc? Il faut qu'il y ait une fluctuation qui, d'un seul coup, le rende suffisamment énorme pour que la gravité soit diluée. À ce moment-là, la gravité n'est pas forte, et il peut y avoir relaxation. Non, c'est astucieux. Mais c'est pas forcément de la science, c'est peut-être forcément de la fiction. Hein? Pour qu'elle soit assez forte, c'est une fluctuation extrême, donc elle est très... Oui, elle est mais très- si l'équation de Langevin, elle a un paramètre qui est une équation de Langevin du deuxième ordre, elle a un terme de friction, avec coefficient 1, et un terme d'accélération. Et c'est lui qui fait tout l'effet. Devant, il y a une constante. Maintenant, cette constante, elle a la dimension d'un temps, et si la fréquence des oscillations est 10 puissance moins 200 secondes, eh ben, quand on arrive à 10 moins 30 secondes, comme on dit maintenant, il s'est passé tellement de fluctuations qu'avec probabilité 1, il y en a une qui sera telle que... Et une fois qu'on a passé la barrière, c'est fini, on ne revient jamais en arrière. Et tout ça, c'est des rêves des théoriciens. Hein. Mais c'est le résultat, de nouveau, c'est pour ça que je trouve ce talk intéressant de tellement de temps, de beaucoup de gens. Et c'est pas forcément vrai, ça n'a aucune importance au fond, parce que Wagner le dira. Donc voilà, alors regardez, je ne vous montre pas, il y avait Kaluza-Klein, il y avait, je ne vais pas en parler, hein. Il y avait les univers Branner, là c'est vraiment de la science-fiction. Là on voit bien le phénomène, parce que ce schéma est très parlant. C'est en regardant ça que moi j'ai pensé surtout à me focaliser sur ce qui se passait au truc original, vous voyez, quand on voit à la singularité. Et à la fin, vous voyez, il y a des pages et des pages. En fait, c'était mission impossible. Voilà. Merci. Je voudrais vous remercier parce que vous me permettez d'adopter un style
qui est un peu le vôtre. Je n'ai pas le droit de... Voilà. Et peut-être qu'il y a un peu de sérieux. Pas trop, mais un peu. Vous avez dit à un moment donné quelque chose qui est absolument fondamental. Vous avez dit, supposons que l'espace, ce n'est pas un ensemble de points. Je n'ai pas supposé ça. Non, la phrase était un peu plus longue. J'ai dit, l'idée, c'est de considérer que c'est un ensemble de points organisés sur des feuilles. D'accord. L'idée, gardons l'idée. L'idée, c'est de dire la chose la plus élémentaire, celle qui nous paraissait la plus évidente, celle qui a dominé. Et permettez-moi de revenir à ce que je disais hier, c'est la boîte à clous. C'est-à-dire l'espace, c'était des points. La boîte, l'espace, c'était des points. Et du coup, le pari, et peut-être que ça peut expliquer la longueur, le pari peut-être serait de dire, aujourd'hui, depuis 50 ans, il s'est créé 35 espaces mathématiques différents. 35. Et qui ont abandonné, ils sont l'axiome du choix, ils n'ont pas besoin, ils sont des points, ils sont des feuillets. Il y a une école française absolument magnifique de cohomologie. La grande question, c'est comment fonctionne la collaboration entre physiciens, théoriciens et mathématiciens. Elle fonctionne très bien. Voilà. Et du coup, elle fonctionne très très bien. Et du coup, c'est peut-être ça sur lequel il faudrait totalement réinvestir. C'est peut-être ça qu'il faut financer, mais ad libitum. Non. Il ne faut pas être systématique parce que... Non, j'ai une réponse. Plus de temps après. Là, voilà. C'était ma question. Non, ma réponse est la suivante. C'est précisément à Cargèse, pour donner un exemple, sans que personne programme quoi que ce soit. À la fin des années 79, il y a une école magnifique, j'y étais pas, mais après, j'ai connu, même travaillé avec certains des matheux. Ici, il y avait Singer, Bott et certains autres qui ont décidé de se mettre avec des gens comme Toft et compagnie, parce qu'il y a des époques où les deux domaines, si vous voulez, c'est comme des disques. Il y a le disque des maths et le disque des trucs. Tout ça, ça bouge de façon irrationnelle. Mais l'expérience montre que ça va, ça fait découvrir, comment dire, le monde naturel, on peut dire. Et les deux. Mais il y a des fois, c'est complètement indépendant, ça peut durer de nouveau 25 ans. Donc pendant ces 25 ans, c'est pas la peine de mettre du fric pour ça, parce qu'il n'y a rien à faire. Et puis il y a des moments où ils se recouvrent, et pas complètement. Parce que par exemple, dans notre domaine, profondément, ceux qui interagissent, en tout cas avec le genre de physique qui, moi, haute énergie, etc., c'est les géomètres. Par exemple, Attia a un peu fait semblant, mais pas Singer qui était beaucoup plus géomètre, et Bott était très géomètre. Et donc, ces gens-là, moi je les ai beaucoup fréquentés. Pas moi, on se fréquentait beaucoup, et ils venaient ici. Mais ils faisaient ça avec les moyens du bord. Donc le problème, c'est pas d'organiser. Le problème, c'est qu'il y ait des moyens du bord dans un certain nombre d'endroits comme ici pour que ces rencontres puissent se faire quand elles sont considérées comme pertinentes, pas par le haut, mais par les gens qui pratiquent. Parce qu'on ne sait jamais à l'avance. Et Feynman lui-même avait dit un truc. Feynman avait dit, moi, il était vachement fort en maths en fait, mais il disait, moi, j'ai pas besoin d'apprendre les maths. Je les invente quand j'en ai besoin. Mais en fait, à la fin de sa vie, il a dit, attention, dans le cas des théories de jauge, les instantons et tout ça, ça c'était au-delà de mon rayon. Donc même Feynman pouvait se gourer. Donc si c'est comme ça, vous imaginez que les non-Feynman et éventuellement non-scientifiques, ils ont un problème pour savoir comment faire. Nous-mêmes, on ne sait pas comment il faut faire. Mais il faut avoir la potentialité de faire des trucs quand on en éprouve le désir. Rapide. Oui, tu peux montrer tes feuillets, là, tes deux feuillets. Je ne sais pas ce que c'est qu'une foliation. Non, voilà la question. Oui. Dans un univers en expansion, Ouais. où il y a des étoiles et des astres à certains endroits, dans ma petite logique, à chaque instant, tu as une fonction GIJ qui est hétérogène dans 3 dimensions. Parce que il y a des espaces, il y a des zones où il y a du vide, et il y a des zones où il y a des masses et tout. Et en même temps, tu as l'expansion de l'univers. Et en même temps, les astres bougent. Ouais. Donc, est-ce que si on caractéristique un GIJ comme une fonction du temps et de l'espace,
est-ce qu'on ne peut pas trouver l'équivalent pour les ondes, par exemple, d'un milieu qui est à la fois hétérogène en espace et en temps? Et si la répartition des masses aujourd'hui est aléatoire, est-ce qu'on n'a pas une espèce de GIJ de l'espace-temps qui est une fonction aléatoire dans l'espace et dans le temps? Et est-ce que ce n'est pas le moteur d'un certain nombre d'effets quantiques ou de choses comme ça? L'effet quantique, je ne sais pas, mais observationnellement, justement, York s'est posé ce genre de questions. Il a défini un truc qui s'appelle le temps de York. Et donc, nos amis, non mais je vais dire ce que c'est, nos amis expérimentateurs utilisent ça justement. C'est une façon de regarder l'espace. Parce que si tu veux, il y a deux choses. Tu dois avoir les phénomènes vrais, donc c'est les G chapeau IJ par exemple, mais tu le fais d'une certaine façon. Donc toi, tu dictes à ton appareil de physique qu'est-ce que c'est le laps partout et qu'est-ce que c'est le shift. Et donc, ce que York avait fait, il a défini le temps de York, et si tu regardes les articles expérimentaux, que je ne sais pas que je regarde, je les vois, c'est un peu différent. Et donc, il parle très souvent de temps de York, et le temps de York, c'est une saloperie du point de vue de la théorie, parce qu'il dit quoi? Il dit, je vais définir que le temps, c'est en gros le facteur conforme de l'espace, le racine de G. Et il dit, c'est pratique de faire la foliation de l'espace en fonction des feuilles telles que racine de G est constant dessus, physiquement. Mais ça pose... Alors ça, bien sûr, on peut le visualiser. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, du point de vue de faire des calculs, dire que racine de G est égale au temps et d'ordonner l'intégrale de chemin selon quelque chose qui dépend du champ, alors là, c'est juste le cauchemar absolu et probablement impossible. Donc, si tu veux, tu peux imaginer des foliations qui sont physiquement très parlantes, et à mon avis, peut-être que ce que... Tu vois, mais tu peux prendre n'importe quelle foliation qui te plaît pour décrire la physique. Donc, si tu veux, c'est comme quand tu regardes une sphère. Comme je disais tout à l'heure, tu prends une sphère, une orange, tu la coupes. Mais si tu veux voir les noyaux, c'est pas forcément des plans qu'il faut faire. Il faut éviter, tu vois, il faut faire des feuilles qui ne coupent jamais, pas un noyau, comment ça s'appelle, un pépin. Une orange n'a pas de noyau. Tu vois, parce que je veux dire. Donc, ce genre de truc, tu peux le faire. Après, la question, c'est, donc l'intégrale de chemin, ta dynamique, tu vas la faire, mais éventuellement, c'est impossible. Non, mais ta question, elle est intéressante. Alors, on va essayer de prendre une dernière question, cette fois-ci vraiment courte. Donc c'est assez simple. En turbulence, en 3 dimensions, c'est très compliqué. Donc souvent on se met en une dimension pour tester des idées. Et d'ailleurs, si on a une idée qui marche, il faut d'abord la tester en dimension 1. Est-ce que vous pouvez faire la même chose et au lieu de faire une foliation à 3D, tester des idées, donc la quantification scientifique sur juste une truc qui bouge, juste une ligne qui bouge, et du coup ça reviendrait peut-être avec une symétrie à du genre quart d'arc par réuni, des machins comme ça. Oui, bah, d'ailleurs tu l'as fait, Laura. C'est-à-dire que tu comprends, au fond, la physique, au niveau classique, la physique c'est quoi? C'est de traiter un problème de Cauchy. Alors je ne sais pas qui est Cauchy, je ne sais pas comment, je sais pas etc. Mais je ne l'ai jamais rencontré. En fait, tu résous une équation différentielle avec des objets dont tu calcules l'évolution dans un paramètre. Et je te signale que Newton, dans les Principia, ça je le dis souvent, il disait pour moi, l'existence du temps absolu ou pas, l'existence du temps est un artifice. C'est l'hypothèse la plus folle que j'ai jamais faite, qu'on puisse paramétrer l'évolution des choses en fonction de quelque chose qu'on appelle le temps. Parce que pour lui, il disait le temps n'existe pas justement. Il disait c'est juste une commodité pour suivre les étoiles dans le ciel. Il disait ça. Donc le temps n'est pas une nécessité. Mais dans la turbulence, tu as des équations. Tu as des équations qui ont un régime compliqué, mais c'est jamais que des équations différentielles. Donc l'idée de foliation est évidente. Il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Si tu définis bien des conditions. Et en relativité générale, justement, par exemple, si tu commences à mettre des conditions initiales que tu forces pour le shift et le lap, ça pose un problème parce qu'il y a les contraintes. Il faut bien choisir quelles sont les variables dynamiques. En gros, et en plus de ça, parfois, quand il y a une symétrie de jauge, parmi les variables dynamiques, il y en a qui violent l'unitarité, et donc tu les enlèves en prenant un espace de phase restreint qui garantit l'unitarité, ce qui est un truc qui a un sens. Ça se formule très bien mathématiquement. Donc toutes ces idées de foliation dans la turbulence ou de n'importe quoi qui est défini par une équadif, bien sûr ça se fait. Bien sûr. C'est même exactement presque la définition de résoudre une équation différentielle.
C'est d'une banalité totale. Moi, j'aurais mis trop longtemps à découvrir, à me rendre compte que c'était important. Merci beaucoup.